comme candidat. La configuration, c'est la même. Et on te dit, bon, déjà, voilà, la Constitution dit tout mandat impératif est nul. Toi, tu nous sors une autre loi qui dit que non, on perd automatiquement sa fonction de député. Or, on te parle de Paul Aya Abine, qui n'a pas perdu sa fonction de député. On te parle de Jean-Michel Nietzsche, qui n'a pas perdu sa fonction de député. En fait, ça fait une double jurisprudence, voire même une triple, puisqu'il y a la candidature de Paul Aya Abine. Et toi, tu continues, c'est à croire que toi, tu as envie de nous dire que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Bon, dès que tu as fini de dire ça, quelle est la suite? Sachant que tu te trompes, en plus, il sera candidat. Je ne sais pas ce que tu veux qu'on fasse. Et en plus, tu as oublié l'élément des parrainages. Je vous ai dit, qu'est-ce qui vous fait croire que Maurice Kamto n'a pas les parrainages? Qu'est-ce qui vous fait croire que, comment dire, je sais pas, en fait, il y a autant je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on vous retire, autant je peux comprendre, parce que on ne voit pas, vous ne venez pas en fait pour apprendre, vous ne venez pas pour échanger, vous venez pour expliquer que le MRC n'aura pas d'élection, n'aura pas de candidat, mais paradoxalement, en fait, si vous êtes convaincu que le MRC n'aura pas de candidat, mais laissez-nous perdre notre temps à discuter dans le vide. Ne venez pas nous dire que vous savez que le MRC n'aura pas de candidat. Intéressez-vous au programme de ceux qui ont un candidat, le PCRN, le PADEC, Jean de Dieu Momo, un superbe parti politique. Allez-y, le PADEC. Ils ont un excellent programme. Ils ont créé la fusée nucléaire au Cameroun en 2 jours. Comment il s'appelle Jean de Dieu Momo, c'est le Saint-Germain. Il a sa part. Allez aussi prendre votre part dans sa part. Et voilà, vous venez tout le temps chez le parti dont vous êtes convaincu qu'il n'aura pas d'élu, expliquer qu'il n'aura pas d'élu, mais pourquoi vous gaspillez votre temps à le faire? On te dit la jurisprudence Paul Aya Abine, on te dit la jurisprudence Jean-Michel Nietzsche, on te dit l'article 15 de la Constitution. 3 éléments qui ne peuvent pas être plus factuels que ça. Toi, tu nous dis non, 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 non. Il y a ma loi là, à moi là, qui vous dit que non, tout mandat perd tout député perd son titre quand il change, quand il démissionne. Il n'y a aucun exemple factuel au Cameroun où c'est arrivé. Mais toi, tu nous dis que bon, voilà. On te dit toutes les jurisprudences où on a conservé son poste, même en ayant quitté le parti politique sous la bannière duquel on avait été candidat. Donc en fait, c'est comme si la volonté, c'est de dire vous n'aurez pas d'élus, vous n'irez pas aux élections. Ben ok. Si on n'ira pas aux élections, pourquoi tu viens perdre ton temps avec nous qui perdons déjà notre temps? Moi, je ne peux pas aller sur, comment dire, un live à part ou du PADEC. Je sais que ceux-là ne vont jamais gouverner quoi que ce soit. Donc, je sais qu'ils perdent leur temps s'ils ouvrent un panel de discussion. Donc, je ne vais pas aller perdre mon temps avec des gens dont je sais déjà qu'ils perdent leur temps. C'est parfois l'irrationalité de votre démarche qui fait qu'on vous retire. C'est-à-dire, non, j'ai la faiblesse de demander qu'on argumente sur le fond, qu'on parle des programmes politiques. On est des débats de haut niveau, de qualité. Vous venez tout le temps sur la personne Maurice Kamto, tout le temps. Même poser les questions sur le programme, ça ne vous intéresse pas. Est-ce que Maurice Kamto, pourquoi Maurice Kamto est allé, pourquoi Maurice Kamto est le conseil? Je fais l'effort de ne pas vous parler de Maurice Kamto, de vous parler du programme. Vous revenez, pourquoi Maurice Kamto? L'autre est venu m'a carrément demandé de parler anglais et quel était mon background. Si vous voulez aussi connaître mon orientation sexuelle et le nombre de coups que je peux faire par jour, venez et posez la question, sauf que je ne vous répondrai pas. Déjà, le chiffre va vous effrayer, mais de 2, nous parlons ici de programme politique. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question de fond, de contenu, franchement, qu'on honore les 400, les 500 personnes presque qui nous écoutent actuellement et qui ont sacrifié de leur nuit pour nous écouter. Il y a Madame Sorel Tanese qui est là. Il y a Sorel Tanese qui est là, je l'ai vu écrire en commentaire, mais rassure-toi Sorel, de ne pas poser des questions qui ne sont pas en rapport avec le MRC. Donc, je t'ai lu parler de Max Signon et de parler de drapeau déchiré. Vraiment, si c'est la question là que tu as, tu peux déjà la garder, on ne la veut pas ici. Si tu as des questions concernant le MRC, tu es invité à démuter ton micro et à poser ta question. Mais si déjà l'on pose, ce n'est pas madame, c'est monsieur, désolé. Ah, c'est un homme. Et ok, je vais juste, Wilfried, je vais poser ma question, mais je voudrais revenir sur ce que Lo a dit. Si Max déchire le drapeau camerounais et qu'il est du MRC et que beaucoup de jeunes veulent intégrer le MRC et qu'ils aiment vraiment leur pays, en voyant ça, je pense que ça peut les affecter. Bon, il n'est pas du MRC, c'est un activiste. Non, il dit que si Max déchire, ça veut dire que tu n'as pas la certitude qu'il a fait.
Non, il y a une vidéo qui l'atteste qui... Et tu poses la question de savoir si, pourquoi, si tu as une vidéo, pourquoi tu dis si. Max n'est pas du MRC de toute façon, donc question suivante. Il n'est pas du MRC, c'est un activiste, il est libre de ses actions. Ok, ma question est celle-ci. Si le MRC est un parti politique au Cameroun, et le RDPC aussi, il y en a plusieurs autres partis aussi. Le RDPC étant un parti bien constitué, on n'exclut pas le fait que le RDPC peut toujours gagner les élections en 2025. Ce n'est pas exclu, c'est une possibilité. Maintenant, je voudrais qu'on m'explique le discours du président du MRC, là où il finit par dire « Seuls les survivants seront là pour témoigner ». Parce que c'est possible que le RDPC gagne, c'est possible qu'un autre parti autre que le MRC gagne, c'est aussi possible que le MRC gagne. Maintenant, je voudrais qu'on m'explique ce discours-là. Merci. En tout cas, déjà, ta question confirme ce que je dis. Comme vous n'avez pas de programme politique, de l'autre côté, vous ne posez pas de questions sur le programme politique, donc vous renvoyez tout à Maurice Kamto, encore Maurice Kamto. Je vais y répondre, ne t'en fais pas. Mais vous réalisez comment vous êtes englué dans la politique de l'individu, c'est-à-dire toujours l'individu. C'est à croire que le Cameroun n'est même pas prêt à être une république, on doit redevenir des royaumes. Le concept de projet de société est une denrée extérieure étrange, c'est-à-dire métaphysique pour le Camerounais moyen. Tout se résume à l'individu. Maurice Kamto a dit ci, il a dit ça, il a dit c'est incroyable. Si Maurice Kamto décède maintenant, qu'est-ce que vous allez encore avoir comme question à poser? Parce qu'on aura un autre candidat à la tête du MRC. Qu'est-ce que vous allez dire? Maintenant, sur le discours n'a pas commencé par « seuls les survivants ». Il fallait prendre tout le discours et commencer par le début. Toi, tu commences par la fin et tu poses la question. Est-ce qu'il s'est levé, il a dit « Mesdames et messieurs, seuls les survivants prendront soin du pays ». Non, il a présenté un contexte. Évidemment, tous les autres peuvent remporter les élections. Mais Maurice Kamto a dit, dans l'éventualité où il est établi que le MRC a gagné l'élection et que le RDPC fraude et veut s'arroger la victoire par la force. Le désordre est collectif. Mais le message est clair. Normalement, chers frères, si vous savez que vous ne fraudez pas et que vous n'allez pas violer les élections, vous n'avez rien à craindre puisque Maurice Kamto dit « Si vous ne faites pas de désordre, je ne fais pas de désordre ». La seule configuration dans laquelle son message peut vous inquiéter, c'est si vous avez l'intention de faire du désordre. Imagine ta femme te dit je sais même pas quel exemple prendre. C'est-à-dire, on te donne une condition, si tu commets une erreur, ou si tu commets une faute, un faux pas, je sais pas, à la maison, dans ton foyer, ta femme te dit, si tu fais ça, je te quitte. Tu te mets à protester. Or, il suffit de ne pas faire ce qu'elle t'a dit. Tu es un fumeur, elle te dit, si j'apprends encore que tu as pris de la drogue, moi, je te quitte. Tu te mets à dire, ah non, pourquoi tu veux me quitter? Pourquoi donc? En fait, c'est parce que tu as l'intention de prendre de la drogue. Or, si tu ne veux pas qu'elle te quitte, tu arrêtes de la drogue et tu n'as rien à craindre. Si vous ne voulez pas que Maurice Kamto fasse du désordre, ne faites pas du désordre, tout le monde sera gagnant. Il n'a pas dit que si le RDPC remporte, je vais faire du désordre. Ou si le PCRN ou le PADEC de moment, il a dit si je remporte les élections et que vous utilisez Atangana Clément, vous utilisez la police, la gendarmerie pour obliger le maintien au forcing, au pouvoir du RDPC, il y aura des ordres collectifs. Un peu comme vous avez fait avec, tu as vu, je dis vous, je sous-entends que tu es du RDPC, je peux me tromper, je veux dire, un peu comme les RDPCistes ont fait avec Atanganji sur la question des Elekam. On est dans un paradigme où les textes de loi définissent les conditions dans lesquelles la diaspora doit s'inscrire sur les listes électorales. Paul Atanganji décide de violer la loi en rencontrant le DG d'Elekam et en l'instruisant de demander la carte de séjour aux Camerounais de la diaspora. Une violation de loi double, parce que déjà il a interdit ce genre de rencontre et parce que déjà le titre de séjour est illégal. Donc, si vous utilisez la même manœuvre, comme tu dis ça parce que le banditisme du RDPC est quotidien, il y a quelqu'un qui me dit faut pas utiliser les tons violents, dont lui, c'est pas le banditisme qu'il fraye, c'est le fait qu'on appelle banditisme. Donc, c'est tout ce que Kamto a dit. Et je termine en te disant, cher ami, comment tu as fait pour ne pas voir ce que Patrick Réfo et lui, il a dit? Parce que c'est bien plus grave. Réfo et lui, il a dit, même si le MRC remporte les élections, je vais demander à l'armée d'intervenir pour empêcher le MRC d'exercer le pouvoir. Il m'a pas dit ça dans un site caché, c'était sur Equinox Soir. Tout le monde était devant sa télé,
On a regardé la vidéo sur YouTube, on peut retrouver, c'est aussi sur la page Facebook d'Equinox TV. Donc tu as à côté quelqu'un qui dit, si le RDPC triche aux élections, je vais faire du désordre pour établir la vérité. Et tu as un autre qui dit, si le MRC gagne les élections à la régulière, moi je vais faire le désordre en demandant à l'armée d'intervenir. Et vous, paradoxalement, parce que vous êtes habité de l'inversion du paradigme d'indignation, ce qui vous dérange, ce n'est pas celui qui veut faire le désordre alors que tout s'est passé dans les règles de l'art. C'est celui qui veut faire le désordre parce que ses adversaires ont fait le désordre en amont. Ça ne tient pas debout. Je pense avoir répondu à ta question quand même. Oui, Sorel, est-ce que tu as encore une autre question? Parce qu'il y a beaucoup de questions en bas. Merci d'avoir répondu à ma question. Et la question que moi je me pose maintenant et que j'aimerais que vous m'éclaircissiez, vu que dans les deux partis politiques, je ne sais pas s'il peut dire vous ou ils sont prêts à sacrifier les Camerounais pour défendre leur parti politique. Est-ce que c'est alors bon? Est-ce que c'est bon quand le RDPC avait ce genre de choses et le MRC avait ce genre de choses? Est-ce que les Camerounais ne se sentent pas en sécurité avec les partis politiques? Est-ce que les Camerounais ne se sentent pas en sécurité avec ces partis politiques? Quand vous créez ce genre de discours. Tu crées un sous-entendu et tu me demandes de m'expliquer sur ton sous-entendu à toi. Qui a dit qu'il est prêt à sacrifier les Camerounais? C'est-à-dire, en fait, tu veux quoi? Que le RDPC fraude les élections et le MRC ne conteste pas? C'est dans l'ordre des choses. La Constitution doit être respectée. La voix des urnes doit être respectée. S'il y a manipulation des urnes, il y aura contestation. Est-ce que tu sais qu'en Autriche, cela s'est passé, on a recompté les voix en Autriche, un pays développé, l'une des économies les plus développées du monde. Est-ce que tu sais que Michel Martelly, là-bas dans la Caraïbe, c'est-à-dire on a recompté les voix pour les élections qui le portaient au pouvoir. Mais quand il y a fraude, quand il y a irrégularité, est-ce que tu sais que lors du Bundestagswahl, les élections fédérales à Berlin qui se sont déroulées en 2021, il y a eu un recomptage des voix dans la région de Berlin et du Brandenburg? Quand il y a fraude, il y a contestation. Ce n'est pas parce que le Cameroun est dirigé par un monarque qui a tribalisé la chose et qui instrumentalise la police, où il enseigne à la police la haine du citoyen. Quand vous voyez un policier matraquer un opposant, tu as l'impression que c'est un problème personnel. Tu as l'impression que l'opposant a pris la femme du policier et il a dormi avec elle la nuit dernière. C'est-à-dire, c'est de la haine, c'est de la rancœur. Je me souviens de ce que mon ami Sylvestre Takam me racontait quand on les a arrêtés, quand on les a amenés en prison. Il me dit, mais Wilfried, tu vois le regard du policier, tu as envie de le faire à ceux de lui. Mon frère, explique-moi de manière claire vraiment le mal que je t'ai fait là de toi à moi, de Camerounais à Camerounais. Parce que il y a la mort dans tes yeux. C'est-à-dire, tu es pressé, on te demande de m'égorger, tu vas le faire sans ménagement. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je vais manifester parce que je veux que tu aies l'autoroute. Toi-même, tu peux mourir sur l'autoroute comme Landry Nguemo parce qu'il n'y a pas d'autoroute. Mais toi, tu me regardes avec une telle haine parce qu'on t'a dit de venir m'arrêter, de m'attraper, de me torturer. Donc, c'est ça que Maurice Kamto dit que, mais arrêtez avec ça. Il y a des élections, arrêtez d'instrumentaliser la police, la gendarmerie, d'enseigner la haine du concitoyen et le matraquage et les tortures, respectez la voix des urnes. Parce que la violence, tout le monde peut y avoir recours. Si on n'est pas violent, c'est parce qu'on a décidé de ne pas être violent. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'être violent s'il le décide. Donc, pour qu'il y ait la paix, ne sois pas violent non plus. Et Kamto envoie une invitation de paix à Paul Biya en disant que si tu aimes la paix, tu as dit que tu es un mendiant de la paix. Ok, comme tu aimes la paix, si je gagne les élections, respecte les urnes, respecte la voix, n'utilise pas la police, la gendarmerie, Atangana Clément et tous tes amis, comme Atanganji utilise déjà Eric et Sossé pour manipuler, pour empêcher les inscriptions. Ne fais pas ça. C'est l'invite de Paul Biya. Donc, il suffit de ne pas frauder et il y aura la paix au Cameroun. C'est vraiment comme la femme qui dit « Chérie, ne va pas prendre de la drogue. Moi, je n'aime pas les drogués. Si tu prends la drogue, je te quitte. » Et toi, tu te mets à te plaindre que ta femme t'a menacé de te quitter. Non, elle t'a donné la possibilité de rester avec elle éternellement. Il suffit de renoncer à la drogue. Sauf si la drogue est telle qu'on finit par y être dépendant. Est-ce que le RDPC est dépendant de la fraude? That's the question. Ok, je pense que Sorel, on a bien reçu tes questions. On va poursuivre. Et on te remercie d'être passé. Non, on a fini. On va passer à autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui veulent poser les questions. Baba Ousmane, limitez votre micro. Parce que parfois,
Parfois, on a bien envie de savoir si vous êtes sérieux. Et parfois, ça nous fait de la peine. On va prendre d'autres questions. Mais avant, je voulais lire le petit message aussi avant de bloquer la personne. Ce panel est plus tribal et dictatorial. Non, Canon, ne perds pas ton temps. Canon, ne perds pas ton temps. Moi, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Merci. Baba Ousmane, débutez votre micro et exprimez-vous. Bonsoir à tous. Bonsoir au panel. Moi, je vais embrayer sur le programme politique. Moi, je suis un Camerounais lambda. Enfin, c'est bon, j'ai commencé à désespérer. Ça faisait 1h02. Non, je vais embrayer sur un programme politique, mais pour dire aussi que la politique m'intéresse pas trop, moi, c'est l'amélioration de la vie quotidienne du Camerounais. Donc, je vais aller sur le plan économique. Aujourd'hui, on sait que dans ce pays, nous souffrons tous de la pression fiscale, si je peux lui dire ainsi. L'État, l'État avec la dette publique, les détournements de fonds, ils vont faire pression sur les pauvres Camerounais en augmentant des frais de timbre, ainsi de suite. Moi, j'aimerais savoir dans votre programme politique, quelles sont les niches fiscales, dans quelle niche fiscale vous allez un peu aller essayer de trouver, je sais pas moi, vous allez essayer d'aller trouver comment améliorer la vie quotidienne des Camerounais sans tout autant taxer les denrées de première nécessité, par exemple. Ça, c'est la première question. Au niveau de l'électricité, je veux aussi arriver au niveau de l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes presque la moitié du pays n'a pas de lumière. Et Néo Sedargle dit que l'offre est supérieure à la demande actuellement, mais c'est le transport d'électricité qui pose problème. Là aussi, qu'est-ce que votre programme, par exemple, a prévu pour cela? Si je puis, j'espère que c'est de bonne moralité que je pose cette question. Oui, bien sûr, non. Et je m'excuse si j'ai certaines sensibilités. Non, tes questions sont superbes. Tes questions sont superbes. Ça commençait même déjà à nous manquer. Alors, les niches fiscales, ce n'est pas principalement un problème de niche fiscale, c'est un problème de fiscalité de manière globale, qui est presque inexistante, notamment chez les gros poissons. Bon, de manière générale, pour les rares entreprises qui sont répertoriées de manière formelle au fichier des entreprises, le MRC a prévu de réduire l'impôt sur les sociétés, par exemple, d'environ 33% dans la configuration actuelle à 25%. Le MRC a également prévu dans le processus de formalisation du secteur informel de ne pas taxer immédiatement les petits commerçants, mais au contraire de financer les micro-projets, les micro-entreprises. Maintenant, comment le MRC va dégager les financements? Je ne vais jamais me rassasier de l'expliquer parce que tout est vraiment une question d'argent. Plutôt que les niches fiscales, on va aller puiser dans le fonctionnement de l'administration. Plus de 70% du budget de l'État est alloué au fonctionnement de l'administration, ce qui fait de l'État le premier employeur de la nation. Avant la guerre du Nozo, on avait quand même les entreprises de la CDC, la Cameroon Development Corporation, qui faisaient tourner l'économie en tant que numéro 2 sur le secteur de l'emploi. Mais Paul Biya s'est débrouillé à sinistrer le Nozo. Il n'y a qu'au Cameroun que quelqu'un peut avoir un tel talent et dont l'État a encore creusé l'écart entre lui et les employeurs seconds, ce qui fait que les gens se rabattent encore davantage sur la fonction publique. C'est pour ça que dès qu'il y a un mini concours d'enseignants au Canada, dès qu'il y a un mini concours à l'armée, c'est-à-dire il y avait avant 2000 personnes pour 20 candidatures, maintenant ils sont montés à 6000 personnes pour 20 candidatures, parce que tout dépend de l'État, ce qui est absurde dans un État qui veut fonctionner. Donc ce que le MRC a décidé, c'est d'aller, assainir le fichier administratif. Au niveau des emplois, par exemple, je prends une société comme Camtel. On a beaucoup décrié ces derniers mois le fait que Camtel, avec son offre qui est, je ne veux pas dire douteuse, mais qui a beaucoup de manquements, Camtel emploie quand même un personnel conséquent par rapport justement au personnel requis pour le rendu, ou plutôt le rendu justement ne correspond pas, le rendu ne nécessite pas autant de personnel. Et vous trouvez la même problématique partout. Vous allez à Camerco, dont on a même été surpris de voir que les avions arrivaient en Ouganda. Parce que Camerco, ça a toujours été une compagnie terrestre où tout le monde vole, sauf les avions, comme je l'ai toujours dit. Et on voit quand même au niveau du personnel, vous voyez des gens, vous avez le directeur général adjoint, le vice-intendant, le vice-chargé de XYZ, et vous vous dites, mais est-ce que c'est vraiment indispensable tous ces postes-là? Simplement pour accorder des emplois fictifs, pour dégager
une partie de l'épargne nationale. Le MRC a prévu d'assainir dans le fichier administratif au niveau des emplois, de faire un toilettage complet sur l'étendue du territoire national. Ça va prendre quelques semaines ou quelques mois, mais c'est l'une des premières choses qu'on va implémenter. Comme ça, on va supprimer beaucoup, c'est-à-dire on va couper le gombo de beaucoup de cheese qui ont été mis à des postes où elles n'ont rien à faire parce que leur ami ministre, DG, président de je ne sais quoi, les avait placés dans des affaires de copinage en créant des emplois qui n'existent pas. Pour qu'un pays fonctionne, il faut se débarrasser des emplois fictifs. Ça a coûté la présidence, la candidature à François Fillon en France, notamment dans les affaires d'emploi fictifs concernant sa femme Pénélope Fillon. C'est les gens qui nous copient les inondations en France doivent s'inspirer aussi des exemples comme ça au Cameroun. Nous, on va essayer de faire la même chose et d'éliminer les emplois fictifs pour que l'argent là soit alloué à d'autres secteurs où on peut employer des gens qui peuvent générer de la valeur ajoutée. Et en même temps, on va réduire dans les secteurs administratifs, que ce soit les ministères, que ce soit les administrations parapubliques qui dépendent de l'État, que ce soit voilà des structures comme le Conseil économique et social, des structures comme le Sénat. Certaines, on va les anéantir sans autre forme de procès parce qu'elles ne servent à rien. Certaines, là, on peut toiletter au niveau du budget de fonctionnement. Si on se rend compte, par exemple, que le ministère de l'Éducation, on a parlé récemment du ministère de la Santé, qui, mobilise moins de 5, soyons gentils, environ 5%. Du budget national, c'est-à-dire moins de à peine 250 milliards, c'était 255 pour cette année 2024, ce qui est très insuffisant parce qu'il y a quand même un plafond que fixent les normes internationales d'environ 15% du budget. Vous consacrez moins de 5% du budget de la santé, mais vous allez y arriver où avec ça? Donc, et en même temps, tu as des ministères farfelus qui brassent des fonds. Bon, on va faire des toilettages. On va regarder, par exemple, est-ce qu'au niveau du ministère chargé des relations avec les assemblées, un ministère qui ne définit pas vraiment son utilité, le ministère chargé des relations avec les assemblées, est-ce qu'on ne peut pas, à défaut de démanteler le ministère, réduire justement le budget de ce ministère au strict minimum qui va concerner par exemple les allers-retours du ministre ou alors, je sais pas, les missions qu'il va peut-être opérer dans le Nord ou enfin je sais pas. Bref, on réduit au strict minimum par rapport aux besoins réels et ça fait dégager une épargne supplémentaire dont l'État peut se servir sans avoir à aller puiser encore dans dans le panier, enfin dans le portefeuille du Camerounais moyen. Maintenant, les prix de première nécessité, sur la question que tu as demandé, en fait, c'est simple. On ne se lève pas un matin et on dit on va diminuer les prix des denrées de première nécessité. Tout ça, c'est le résultat d'une relation de cause à effet entre l'activité économique, c'est-à-dire la production, et maintenant la demande. Si l'épargne que je viens de mentionner, et il y a encore plusieurs volets, bon, je mentionne 2-3, je peux mentionner d'autres, bon, j'ai déjà mentionné d'autres, c'est juste pour éviter de me répéter. Si l'épargne nationale qui a été mobilisée dans tous les secteurs que je viens d'évoquer est utilisée à bon escient, elle permet par exemple de financer l'agriculture. Et toi, par exemple, toi tu es un agriculteur, tu vas aller au champ, tu vas nous produire du riz, du sorgho, du mil, du manioc, etc. et inonder le marché local avec. C'est génial, c'est profitable pour le pays. Donc on va se retrouver avec une prolifération de denrées et quand l'offre augmente par rapport à la demande, ça élimine l'inflation. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé en commentaire, je profite pour lui répondre, qui disait « Je pensais que l'inflation était due à une forte demande ». C'est la vérité. Il y a plusieurs mécanismes qui causent l'inflation. Il n'y a plus une inflation standard. L'inflation peut être due au fait d'avoir fait tourner la planche à billets, c'est-à-dire il y a prolifération, donc explosion de la masse monétaire, de la bulle monétaire par rapport à une faible quantité de biens produits. C'est presque le même mécanisme que même si on n'imprime pas davantage de billets, la production diminue. C'est clair qu'il y aura une inflation de manière automatique. Les prix vont augmenter. Donc, ce que nous, on a prévu, dans un premier temps, on veut générer environ 400 000 emplois, rien que dans le secteur de l'agriculture. Quand Paul Biya nous a dit qu'il a généré 500 000 emplois, lui nous a parlé des Ben Skinner.
Or, dans les Bensky Nord, tu as des agronomes qui seraient très utiles si on leur donnait des terres, des concessions agricoles ou des concessions d'élevage, des choses à entretenir pour produire la valeur ajoutée, pour produire de la richesse et alimenter la consommation locale. Paul Biya, lui, nous a dit que le Bensikin est excellent. Donc, dans les autoroutes, Yaoundé Douala, c'est fait pour les Benskin. Même le métro qu'il a construit à Douala en 2011, parce qu'il y a un tramway à Douala depuis 2011, il est juste invisible, il est comme l'hôtel sous les gradins. Même là-bas, c'est le Bensikin qui circule. Nous, on a dit non, les 400 000 emplois, on va les investir dans le secteur primaire, dans le premier secteur. Il ne s'appelle pas comme ça pour rien. Dans la pyramide de Monsieur Maslow, on parle justement de la subsistance comme les besoins primaires qui satisfait les instincts primaires de l'être humain. C'est le point de départ de toute chose. Pour réfléchir, vous devez avoir le ventre plein. C'est le carburant de la voiture. Donc, on investit dans l'agriculture en utilisant l'épargne qu'on aura mobilisée. J'ai longuement échangé avec notre compatriote Simon sur le volet du franc CFA. Comment on va aussi utiliser l'argent en sortant de la monnaie ou en empruntant dans les marchés financiers. Bon, là, ce serait trop long, sauf si quelqu'un, à un moment donné, revient avec une question dans le domaine. Mais pour résoudre les prix, la problématique des prix, il faut simplement produire. Il n'y a pas de sorcellerie derrière. Quand il y a prolifération des produits, les prix baissent d'eux-mêmes. Le marché s'auto-régule parce que l'offre est proportionnelle à la demande, voire supérieure. Donc, je sais pas, est-ce que tu nous écoutes? Tu es encore là? Oui, oui, tu es là. Bon, ou en poudre, j'espère que tu es là aussi. Pour pouvoir prendre je suis là. Je me déplace. Ok. C'est qui posait la question, la première question? Ça avait été Baba, c'est ça? Oui, c'est moi. Et, Baba, et tu as une autre question? Oui, et la question a été très très bien répondue. Je remercie encore Wilfried, mais il a juste omis au niveau de l'énergie, c'est-à-dire. Ah oui, l'énergie. Ah non, j'ai oublié. Ah c'est vrai. Oui, mais ça me permet d'ajouter quelque chose sur l'énergie. Et aujourd'hui, par exemple, nous qui sommes un pays très ensoleillé, par exemple, moi en fait, je fais dans les énergies renouvelables et propres au pays, parce que je suis au pays. C'est pas évident pour nous, mais avec Eneo qui dit que l'offre est supérieure à la demande, avec la mise en service de certains barrages, c'est le transport qui est un problème. Est-ce que dans votre programme, vous avez aussi, prévu de l'énergie, comment exploiter l'énergie renouvelable? Par exemple, moi, je viens du Nord Cameroun, on est très bien ensuite. Je viens même de très loin, je viens de Kolofata. Donc, j'aimerais savoir, même là, dans votre programme, c'est aussi une façon de pouvoir électrifier tout le pays. Est-ce que dans votre programme, il y a aussi quelque chose prévu sur ça? Bien évidemment. D'ailleurs, ma réponse va te surprendre. Ça va me surprendre tous ceux qui nous écoutent. Quand Eneo dit que l'offre est supérieure à la demande, Eneo n'a pas complètement tort. On va quand même y aller pas à pas. La demande en électricité, en tout cas la couverture énergétique au Cameroun, est d'environ, on va être gentil, 65%, parce que les chiffres varient entre 60 et 70%. Mettons un juste milieu, 65%. Dans les 65%, vous avez une bonne partie qui n'ont pas l'électricité en continu. Ceux qui ont l'électricité en continu au Cameroun, c'est peut-être 10%. Sinon, même quand on dit 65%, je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à hausser les épaules et en disant regardez, le Cameroun quand même, plus de la moitié de la population a accès à l'électricité. Bon, déjà, c'est c'est même pas une bonne nouvelle parce que pour se développer, la couverture énergétique doit être de 100%. Donc, voilà. Bon. Elle est donc d'environ 65% et dans les 65% là, vous avez environ 80 à 90% qui n'ont pas l'électricité en continu, qui ont des clignotants à la maison, des feux tricolores à la maison où la musique, l'électricité, c'est comme dans les boîtes de nuit où la musique, où les lampadaires, les luminaires clignotent au rythme de la musique. Donc, ça, c'est le premier problème. Le MRC a constaté, comme tu viens de le décrire, la problématique énergétique au Cameroun, qui découle entre autres du fait que, comme Eneo l'a dit, parfois l'électricité y est présente, mais le réseau de distribution ne permet pas d'acheminer l'électricité. Et ça, c'est parce que Paul Biya a estimé que Eneo ne doit pas récupérer à lui tout seul le gombo national.
dont la Sonatrel a récupéré la filière transport de l'électricité. On aurait bien aimé, moi j'aime bien les nationalisations dans les secteurs stratégiques. EDF en France est, appartient au pouvoir public et c'est la compagnie qui gère l'électricité du pays. Donc si on me dit qu'au Cameroun, le groupe anglais Actis qui détient Eneo, après l'avoir racheté en 2014 à l'américain AES à l'époque où c'était la Sonel, si on me dit qu'à partir de maintenant Actis s'en va et que l'État récupère, je suis content. Sauf que la raison pour laquelle la Sonatrel a récupéré la filière, ce n'était pas du tout pour fournir un meilleur service aux populations, c'était pour ennuyer et embêter les Camerounais au niveau des factures. Ils ne se donnent pas la peine d'améliorer votre réseau, mais ils viennent quand même vous enquiquiner en disant vous devez payer les factures. Ils ont insisté à gérer le transport, mais ils sont incapables de fournir des lignes de haute tension et des pylônes de qualité, des transformateurs de qualité, en tout cas des réseaux de distribution de qualité aux populations. Donc ça, c'est un problème. Du coup, parfois, le barrage produit ce qu'il peut produire, mais il n'y a pas les moyens de transporter. Maintenant, Eneo n'a pas totalement raison non plus, parce que ces barrages souffrent de beaucoup de maux. Déjà, il y a de l'escroquerie dedans, parce que les agents d'Eneo aussi, certains ont même été arrêtés, je crois, en 2021. Une bonne petite quinzaine. On avait arrêté au total près de 400 personnes qui étaient coupables de faux et usage de faux, qui revendaient l'électricité dans les marchés obscurs, qui se faisaient passer pour de faux agents, enfin qui outrepassaient leurs fonctions, bref, pour escroquer un peu l'argent de l'électricité. Ça, c'est l'un des problèmes. Il y a aussi le problème de retard de livraison des infrastructures. Et là, ils sont en concubinage total avec l'État du Cameroun, où surfacturation et détournement retardent justement la finition du chantier. Le barrage de Nachtigal, on aurait dû le finir l'année dernière. Le barrage de Nachtigal, on nous a dit 420 mégawatts. Il va pouvoir désengorger, il va pouvoir soulager énormément de Camerounais qui ont besoin de cette énergie-là. Bon, on l'a construit, on attend les 420 mégawatts, ça fait déjà 1 an. On nous a seulement délivré 60 mégawatts il y a 4 mois, et on a encore délivré 60 mégawatts le mois dernier. Ça fait seulement 120 mégawatts sur 420. En fait, le barrage de Nachtigal est en train de s'engouffrer dans le même bourbier que le barrage de Menvele, qui, au lieu de 211 mégawatts, ne produit que 80 mégawatts. Et pour le barrage de Menvele, c'est même désespéré, parce que je ne sais pas ce que Paul Biya avait dans la tête quand lui et ses amis sont allés construire le barrage là-bas, à un endroit où le fleuve Thames souffre énormément du phénomène d'étiage, donc du phénomène de décrue, où la sécheresse empêche justement une quantité d'eau suffisante d'être retenue et de générer l'énergie qu'on demande, les 211 mégawatts qui sont prévus. Donc il y a ces problématiques-là. Il y a par exemple le barrage de Mekin, 15 mégawatts seulement que Paul Biya devait nous livrer en 2015. Il ne les a toujours pas livrés. Ce n'est que 15 mégawatts. C'est-à-dire dans les pays développés, 15 mégawatts, c'est ce que 2 amis dans un village génèrent eux-mêmes en construisant un mini-barrage ou en installant 2-3 turbines. Donc pour le MRC, ce qui a été prévu, c'est de trouver, en tout cas, parce que il y a eu on va trouver en fait un terrain miné. Il y a eu des rencontres avec la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement au début de l'année 2020, enfin à la fin de l'année 2023, où on a promis au pouvoir public camerounais qu'on allait leur octroyer une enveloppe de 300 millions de dollars pour moderniser le secteur sur les 30 ans à venir, sur les 33 ans à venir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, le MRC doit prendre le pouvoir au plus vite. Parce que si c'est la bande des Biya qui garde le pouvoir après 2025, évidemment qu'ils vont prendre les 300 millions et y aller souffrir le Petros et le Dom Pérignon dans les restaurants et les hôtels partout en Suisse et aux États-Unis. Donc, nous, quand on arrive au pouvoir, si le prêt, si le contrat, on est déjà devant le fait accompli et que les financements commencent à être débloqués, la première chose qu'on fait, c'est de s'arranger à ce qu'il y ait production et que des recettes soient générées de manière à ce que sur le long terme, on puisse rembourser ces crédits. Le MRC veut, outre ce volet de crédit, parce que ce n'est pas dans notre programme, on trouve vraiment le fait accompli, le MRC veut, à travers la première question, je t'ai répondu en partie quand je disais on va mobiliser une épargne. Le MRC veut, en utilisant justement les fonds disponibles pour l'État, dans la mesure du possible, moderniser le maximum de pylônes, de transformateurs, de lignes à haute tension possible.
C'est-à-dire, même si ce n'est pas possible dans un premier temps de le faire dans tous les pays, d'utiliser quand même au maximum l'argent du budget qu'on a alloué à l'électricité pour moderniser l'infrastructure. Il n'y a pas à aller chercher par 4 chemins. C'est-à-dire, s'il y a 420 mégawatts, ce n'est pas rien. Plus les 211 mégawatts du barrage de Meuvele, c'est clair que ça fait déjà beaucoup, en plus des barrages préexistants, dont on essaye de moderniser, de viabiliser au maximum l'infrastructure qui existe, en allouant les fonds à l'entretien et avec un mécanisme de surveillance. Ça dépend du chantier 1 du MRC qui est, au niveau des institutions, la possibilité pour le Parlement de contrôler effectivement l'action du gouvernement. Nous avons réfléchi à nous mettre nous-mêmes une pression pour ne pas faire des bêtises, dont on autorise l'Assemblée nationale à mettre sur pied des commissions de manière indépendante, sans dépendre de l'exécutif, pour questionner un ministre sur la gestion des fonds sur un projet qui lui a été assigné. Et s'il est avéré qu'il a été auteur de malversations financières dans le domaine, évidemment, la commission ad hoc qui a été qui a été montée au pied levé par l'Assemblée, peut justement demander aux institutions judiciaires d'ouvrir l'instruction pour que l'individu en question soit poursuivi. Ça fait que en sachant cela, en sachant que tout ne dépend plus du hockey du président de la République, on n'a plus un super président comme Paul Biya qui peut décider d'arrêter les poursuites judiciaires à sa guise. En sachant cela, nous-mêmes au MRC, en tout cas les ministres du MRC sauront que si on m'a donné, une fois que j'ai pris le pouvoir, une facture, une enveloppe X pour résoudre le problème des voies de raccordement au réseau électrique du barrage de Nachtigal, des voies de transport de l'électricité, il faut que je l'utilise à bon escient. Parce que la vision à long terme, c'est de nationaliser les filières stratégiques, comme par exemple la filière électricité. Parce que c'est des filières dont il y a la filière électricité, il y a la filière, par exemple, sur l'établissement de la biométrie. Les entreprises étrangères qui ont toutes vos informations, c'est compliqué, c'est pas une bonne idée. Donc, utilisez simplement les financements disponibles pour moderniser le maximum d'infrastructures possibles, utiliser dans la mesure du possible les retombées financières et économiques de l'activité qu'on aura relancée en espérant que ça marche pour financer de nouveaux barrages, de nouveaux pôles électriques. Maintenant, sur le volet de l'énergie renouvelable, ça c'est l'un des volets auxquels nous avons pensé dans le chapitre de la crise anglophone du Grand Dialogue National épisode 2. C'est-à-dire, nous allons définir, comme on n'a pas des idées arrêtées, nous allons définir en même temps que les anglophones, la société civile, les partis politiques, le clergé, les observateurs africains, de la manière dont nous allons découper le pays. Est-ce que nous allons le découper encore francophone, anglophone? Je ne le pense pas, en tout cas pas uniquement. On va réfléchir également à un projet qui ressemble beaucoup à ce que faisait Bernard Ndjongan, du CRAC, qui pensait à découper le Cameroun sur la base de régions agroécologiques, c'est-à-dire sur la base des propriétés des différents écosystèmes. Donc dans le septentrion, par exemple, qui est très ensoleillé, ça peut devenir un pôle de création de panneaux solaires. C'est-à-dire l'énergie renouvelable, c'est clair qu'elle est plus compliquée qu'il n'y paraît. Et on dit qu'elle est propre, mais enfin après c'est un autre débat, parce que la construction des panneaux solaires ou la construction des éoliennes ou la construction ou la manipulation c'est ça aussi ces aléas, parce qu'il faut détruire la nature pour construire ces engins ou ces panneaux ou ces éoliennes. Mais bon, on a quand même prévu de ne pas y renoncer, parce que l'Allemagne, que je connais très bien, est le premier producteur européen de panneaux solaires. Or, il n'y a pas de soleil en Allemagne. Le Cameroun a énormément de soleil et on ne sait pas produire les panneaux solaires. Quelque part, ce n'est pas normal. Donc, même si on continue d'investir sur le volet hydroélectrique, étant donné que la moyenne de précipitation au Cameroun est de 9000 mm, les précipitations oscillent entre 5000 et 9000 mm de précipitation, 2000 et 9000 mm de précipitation par an, dont il y a énormément d'eau. Même si donc justement on va investir dans l'hydroélectricité, on n'a pas prévu d'abandonner la filière des énergies renouvelables. Tout ça dépend simplement du financement. Dans la facilité de crédit qu'on a prévue, avec la possibilité que nous sortions assez tôt du franc CFA pour pouvoir accorder davantage de crédit, on a prévu justement que tous les projets pertinents et potentiellement rentables puissent être financés. Et rentable signifie
rentable au niveau de la production et de la valeur ajoutée, mais également au niveau du bénéfice qu'on peut en tirer sur le plan infrastructurel. Donc, si on a quelqu'un ou une structure, un groupe, une société locale qui vient et qui nous dit, nous, on opère dans les panneaux solaires, on est par exemple dans le septentrion, à Kolofata ou à Mora ou à Mokolo ou à Kusiri, et qui a beaucoup de soleil, voici notre projet, voici notre expertise, voici la capacité, la capacité moyenne de panneaux solaires que nous pouvons produire chaque année, voici l'électricité qu'elle pourra produire en moyenne chaque année, et voici, voilà. Donc, on a prévu de financer ce type de projet et de conduire le Cameroun vers une situation où on aura une couverture électrique permettant de financer l'économie à laquelle nous aspirons. C'est fondamental de toute façon, comme j'ai dit, tous les pays développés, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie, Cuba, le Brésil, c'est des pays, tous les pays en développement. Le Brésil, la Malaisie et même la Chine, qui, dans le domaine du niveau de vie, reste un pays en développement, malgré la superbe infrastructure. La couverture électricité, c'est 100%. On ne peut pas se permettre d'aller, même en Irak, la couverture électrique est à 95%. Donc, on ne peut pas se développer si on a un problème d'approvisionnement électrique. Et c'est clair que nous n'allons pas négliger les secteurs, nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Je ne dis pas que ce sera facile. Ceux qui m'écoutent ont l'impression que c'est de la démagogie, que il fait du blabla, on va financer ci, on va financer ça. Je dis, et je répète, le programme politique, c'est une intention. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Où est-ce qu'on a envie de trouver l'argent? Où est-ce qu'on prévoit de trouver l'argent? Et qui prévoit-on financer avec cet argent? Donc maintenant, il y aura des aléas du direct qui vont un peu nous corser l'affaire, mais dans l'intention, c'est plus ou moins ce qui est prévu. Sinon, le reste est détaillé dans le programme. Hein. Tu peux avoir l'impression que je suis long dans mon descriptif, mais ce qui est détaillé dans le programme est encore plus intense que ça. Là, j'ai essayé de prendre des éléments de la réalité camerounaise que nous observons tous, avec l'attente de la capacité maximale du barrage de Naktigal, avec la déception du barrage de Mavele, avec l'oubli total du barrage de Mekin, et d'énumérer les raisons pour lesquelles on est dans cette situation et comment le MRC compte endiguer cela. Ça passe donc par le financement, la mobilisation de l'épargne nationale et le contrôle justement de la gestion infrastructurelle en fonction des budgets alloués aux différents départements ministériels qui pourront aller en prison par le Parlement, même si le président les aime beaucoup, on pourra les mettre en prison si le Parlement se rend compte que le MRC n'a pas fait ce qu'il a promis. Donc voilà, je pense que quand même, quand je vous dis que nous avons prévu d'emprisonner nos propres ministres de manière indépendante s'ils ne font pas ce qui a été prévu, je pense que ça donne un peu un gage de bonne foi sur le projet de société du MRC. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Oui, oui. Je pense qu'on va être bref. Oui, ok, je descends. Je remercie Wilfried et je descends. Merci. Et ce que je peux dire, c'est que dans votre réponse, j'ai trouvé que c'était structuré. Quand vous dites que vous m'avez semblé long, du tout, pas du tout, parce que c'était structuré, d'où l'argent va sortir, voilà. Et quand vous parlez du franc CFA, c'est la production nationale qui pourra soutenir la monnaie qu'on pourra mettre sur pied, une monnaie nationale. Ok, mais juste un conseil, si je peux me permettre, c'est ce genre de débat que je crois que qui intéresserait comme vous avez parlé de tout à l'heure, de perdre du temps, les gens vont perdre le temps avec, comme tout sera-t-il président, c'est monté, c'est descendu, le RDP c'est sur les plateaux. Non, le programme axé plus sur l'économie et tout, ça facilite la compréhension du peuple et ça permet de voir au peuple de voir où vous allez dans votre vision. Donc, si je peux me permettre ce conseil, merci beaucoup à tous et bonne soirée à vous. Oui, merci Monsieur Ousmane d'être venu et merci également de t'être intéressé au programme. On aimerait bien que ceux qui viendront après toi s'intéressent également au programme. Vraiment merci. C'était super, hein? C'était super. Oui, je pense qu'on va poursuivre en donnant la parole à... C'est Méléo, hein, je crois bien. C'est que Méléo. C'est moi qui parle. Oui, bien sûr, c'est à toi qu'on passe bien la parole. Vas-y. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Kanga. Oui, je ne vais pas parler de votre programme, mais vous allez m'excuser parce que, pour dire vrai, je vais quand même faire une virgule par rapport au programme, pour dire qu'au Cameroun, 80% des électeurs ne votent pas
un programme. Je pourrais dire 95% des électeurs ne votent pas un programme. Ça c'est une vérité. On vote plus la personne, voilà. Mais je vais entrer dans des questions un peu ouvertes. Je vais parler un peu du MRC. Le contenu du MRC, vous allez m'excuser vraiment. Quand je vous écoute, vous êtes un homme bien, vous parlez très bien, vous êtes vrai. Vous prétendez être vrai, oui. On voit une jeunesse qui s'engage pour politique avec des énergies nouvelles, mais j'ai un petit ressenti par rapport aux gens qui vous entourent dans le MRC, puisqu'il y a des personnes par le passé qui ont été, ces gens, ce sont eux qui ont mis ce pays où nous sommes. Ce sont ces gens-là qui ont empêché que le Cameroun soit comme l'Afrique du Sud, le Cameroun soit comme le Nigeria, le Cameroun soit comme le Brésil. Je vais prendre un monsieur, pour ne pas le citer, vous allez m'excuser, monsieur Albert Zonga, qui se met à Mondovision et dit, nous avons volé les élections, j'ai volé, enfin il dit, moi, il avait dit, je crois qu'il dit, oui, c'est grâce à moi qu'on a volé les élections à Fundi. La question que je me demande, vous, le monsieur Ekanga, qui est un jeune Camerounais, qui a toujours voulu que le Cameroun soit comme d'autres pays en Europe où nous sommes, où vous êtes aussi. Qu'est-ce que vous faites autour de ces gens-là qui ont mis ce pays où il est aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec les excréments du RDPC, du SDF et tout? Ces gens-là qui ont combattu, ceux qui combattaient le régime à 90, à 92 et tout, ce sont ces gens-là qui ont été toujours des facteurs, qui ont toujours activé la haine tribale. Mais je vais vous rappeler, pour être vrai, ce monsieur dont je connais, quand je suis au Cameroun, j'ai quand même milité dans certains organismes. Ce monsieur est tribal. Il est beaucoup tribal, ce monsieur. Mais moi, ce que je me demande, mais qu'est-ce que vous faites autour de ces gens-là? Le MRC, dans son fond, est un très grand parti politique. Quand tu parles de ce monsieur tribal, tu parles de qui, au fait? Monsieur Abenzonga. Je parle de monsieur Abenzonga. Monsieur Abenzonga. Très bien. Je vais dire, monsieur Kantosé, monsieur... Il est tribal ou tribaliste? Pardon? Tu dis qu'il est tribaliste ou qu'il est tribal? On veut mieux te comprendre. On a saisi le sens de son message, en fait. On a saisi le sens. Pour être plus clair, la dynamique qu'il a eu à créer est un parti d'abord tribal, et lui, il est tribaliste d'abord. Et oui, pour ajouter encore, le MX, c'est un parti que nous aimons beaucoup. Monsieur Kamto est un grand homme que nous admirons beaucoup. Mais ce que nous demandons à ce monsieur, en fait, d'autres Camerounais, pas seulement moi, si vous pouvez vous détacher de tous ces gens-là qui ont mis ce pays où il est aujourd'hui et refonder votre parti, nous allons vous suivre. Parce que aujourd'hui, tous ces gens-là qui sortent de Monsieur Caméléon, n'ayez pas le sentiment que vous êtes étouffé. N'ayez pas le sentiment que vous êtes étouffé. Ici, il est question des questions-réponses. Il s'agit là des questions-réponses. Ça veut dire que même si vous avez des remarques... J'ai dit, je n'aurai pas de questions, mais plus ouvertes. Moi, je n'ai pas de questions. Non. Vous êtes en train de demander à Wilfried qu'est-ce qu'il fait si là, il devrait... Non, là, ça ne marche pas. La structuration du débat ne marche pas. Monsieur Caméléon, vous avez fait un tas de remarques. On aurait attendu, ou alors ce sera attendu à ce que, à la fin de vos remarques, que vous posiez une question. Alors, venez orienter en disant à Wilfried qu'il faut qu'il se détache pour aller créer, je ne sais quoi. Non, c'est pas ça le sens, c'est pas ça l'orientation. Vous m'avez pas écouté. Oui, bon, je ne sais pas qui l'a fait descendre, mais en réalité,
Oui, en réalité, c'est inutile parce que c'est moi qui avais voulu le répondre parce que j'aime être violent avec ce genre de personnes parce que quand il traite Albert Zonga de tribaliste, j'avais bien voulu qu'il me donne une preuve de dire ou des faits qui accusent Albert Zonga de tribaliste. Et quand il dit que les gens qui ont volé l'argent du pays, il ne cite qu'Albert Zonga et il dit les gens. Il dit que les gens qui entourent, il parle des gens. Moi, j'avais cru qu'il allait me citer au moins deux, parce que quand on parle des gens, on cite au moins deux. Alors, il cite Albert Zonga comme quelqu'un qui a... Mais Albert Zonga l'a dit de sa propre bouche. Nous avons participé quand il était dans le gouvernement de Paul Biya. À faire ce que tous les restes ont fait, qui sont toujours dans leur gouvernement. Mais l'avantage, c'est qu'il a dit qu'il est un bandit repenti. Un bandit repenti vaut mieux qu'un bandit qui continue à voler sans savoir qu'il fait du mal aux gens. C'est-à-dire, voilà des personnes qui viennent vous dire, oh oui, mon frère, je t'avais volé, mais je tiens à te rembourser, voilà ça. Il t'accuse d'être un bandit parce que tu es venu, tu dis, je vais te rembourser ce que je te volais, voilà ça. Mais il dit que celui qui est continuellement en train de le voler est mieux, parce que lui, au moins, s'il est demeuré bandit et éternel. C'est-à-dire, vous voyez, quand je suis violent avec certaines personnes, c'est des choses comme ça, au fait. Et il vient te demander de répondre à ça. Mais le jour que tu vas croiser Albert Zonga, pose-lui la question. Et il te pose la question de savoir qu'est-ce que tu fais avec ces gens. Mais il parle de qui, au fait? Et depuis, il ne cite que Albert Zonga. Il te demande qu'est-ce que tu fais. Bon, peut-être que tu vas lui dire quelque chose, mais au fait, nous, on veut dire aux gens qui viennent sur ce panel que si vous n'avez pas la capacité d'utiliser votre propre cerveau, vraiment, excusez-nous. Vraiment, on n'est pas là pour ça. Et tu vas voir, quand les choses comme ça sont dites, c'est là où le panel augmente. C'est-à-dire que si le panel était... on était à plus de 600 personnes tout à l'heure, quand on parlait de... Non, comme ceci a fait cela, quand c'était du racontage. Mais quand les choses deviennent intéressantes, je vais remercier mon frère Bouba et apprécier déjà de là où il nous vient. Parce qu'on a souvent laissé croire que ceux qui viennent de là-bas sont des moutons. Et nous avons écouté une intelligence parfaite se produire en sachant ce qu'elle veut. Donc, ce que nous on veut, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes qui ont la capacité de savoir ce qu'ils veulent. Bon, celui qui est monté là, qu'est-ce qu'il veut au fait? C'est quoi son problème? Donc, il vient conseiller Wilfried, c'est-à-dire il vient le conseiller. Et il demande que non, nous allons suivre le MRC. Si le MRC se détache de ces gens, et il ne cite que Albert Zonga. C'est quelle maladresse ça. Bon, moi je vais répondre quelque chose à Caméléon. Hein. Moi je vais dire à Caméléon, il a dit qu'il y a 5% de Camerounais qui votent sur le programme. Les autres 95% votent à cause de la personne, sur la base de la personne. Alors, je vais dire à Caméléon qu'il ne se fasse pas de soucis pour nous, qu'il nous laisse parler de notre programme pour les 5% d'électeurs qui votent pour le programme. Donc, on va avancer. Je pense que la personne qui doit intervenir, c'est Sokel 12. Sokel 12, vous démutez votre micro. Si vous avez une question à exprimer, vous l'exprimez. Est-ce que Sokel 12 est là? Joël, vous démutez votre micro et vous vous exprimez. Bonsoir. J'ai deux questions. Une sur les listes électorales et une sur le programme politique. Si je peux poser deux. Bon. Est satisfait du fichier électoral. Sinon, est-ce qu'ils ont une stratégie pour l'année 2025 pour les prochaines élections, inscriptions? Et maintenant, la deuxième question, c'est par rapport à double nationalité. Parce que moi, par exemple, qui suis ici en Europe, je sais que si je prends une autre nationalité, avec le système par rapport à double nationalité au Cameroun, ça ne m'avantage pas. Donc, je veux savoir si avec le MSC, la double nationalité, c'est une opportunité pour moi ou bien ce sera toujours un frein. Merci. Ok, alors avant de répondre à ta question, là il est 1h30, je vous annonce que je resterai avec vous jusqu'à 2h, bon 30 minutes encore. J'avais prévu de ne faire que 1 heure de temps ici, il était 21h, je ne sais pas par quel miracle je me suis retrouvé encore jusqu'à 1h du matin. Tout ce que j'avais à faire,
J'ai jeté à la poubelle. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, première question, est-ce que le MRC est satisfait du fichier électoral? Oui et non. Non parce que par rapport à ce que nous voulions, il y a encore beaucoup de personnes qui auraient pu s'inscrire et qui ne l'ont pas fait. Et il y a le syndrome de la dernière minute qu'on a observé où des gens sont venus au dernier moment en masse. C'était très beau à voir, mais on aurait bien aimé une telle mobilisation tous les jours au Cameroun comme en diaspora. Et voilà, comme ça aurait généré davantage d'inscriptions. Mais en même temps, oui, on est satisfait parce que le bandit qu'on appelle Atanganji, il y a quelqu'un ici qui n'aime pas qu'on appelle un bandit, j'insiste. Le bandit Atanganji a mis tout ce qui était en son pouvoir en œuvre pour empêcher que les inscriptions se tiennent en bonne et due forme. Il a intimidé les gens à Yaoundé en leur disant que quand vous envoyez les gens s'inscrire, c'est du harcèlement. Jusqu'à leur raconter que force reviendra la loi et blablabla. Parce que s'il y a un inculte qui ne sait pas que l'inscription sur les listes électorales, normalement, c'est une prérogative des LECAM, et que le fait que les populations se retrouvent à inciter les autres à s'inscrire, c'est parce que LECAM a failli dans la communication, failli dans la logistique, failli dans la courroie de transmission entre le Cameroun et sa diaspora, bref, failli dans tous les secteurs et failli dans les violations flagrantes de la constitution camerounaise. Mais malgré tout, on a quand même réussi à faire une communication autour et avoir des inscrits. Les Camerounais ne se sont pas découragés. En diaspora comme au Cameroun, il y a eu énormément de gens qui sont allés s'inscrire. Donc l'objectif, c'est, en partant du principe, comme je disais, que les bureaux rouvrent le 1er janvier 2025, vu qu'il n'y a pas d'élection législative notamment, jusqu'au 31 août. Voilà, on espère, on va renforcer cette communication-là, continuer de leur dire de s'inscrire sur les listes électorales. On va davantage se concentrer, parce qu'on plaisantait même encore un peu, mais plus le temps approche, plus on va se concentrer sur ces histoires d'inscription, de programmes politiques. Parce que les cabinets noirs du RDPC, eux, actuellement, ils sont dans leur live en train de réfléchir qu'est-ce qu'ils peuvent encore trouver comme accusation sur Maurice Kamto. Vous voyez tout à l'heure un frère qui, on lui demande de nous poser la question si le programme politique qu'on a mis en place peut vraiment financer les autoroutes et les hôpitaux. Non, lui, il veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec Albert Nzongan qui a dribblé John Frondi en 92. Alors que, contrairement à Paul Biya, à Famandongo et aux autres, Albert Nzongan a reconnu sa faute et a dit « je change ». Une faute avouée à moitié pardonnée. Donc, eux, ils sont plutôt, accros à ce genre de choses. Donc, on va accentuer la communication sur le programme politique et commenter moins les ragots de bar et les inimitiés personnelles. Donc, pour montrer aux Camerounais que nous, on est vraiment sérieux, on a une offre politique à leur présenter et que voilà. Avec ça, on va tout faire pour gagner les élections. On va aussi, on est plus affûté maintenant. On va mettre plus de personnes à contribution, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit ici en diaspora, que là-bas au Cameroun, qui vont justement faire le marketing communicationnel des inscriptions sur les listes électorales et qui vont dénoncer. C'est-à-dire, on a été un peu attentiste, mais dès le 1er janvier, on va répertorier tous les endroits où les bureaux ne sont pas ouverts et on va mettre ces gens-là devant le fait du viol de la Constitution dont ils sont coupables. On va vraiment accentuer la communication dessus. Les gens croient que je parlais d'un débat de personnes quand je disais que quand on arrive au pouvoir, à Tanganji, première mesure, il est en prison. Mais c'est parce que s'il y a quelqu'un qui viole autant la loi dans le gouvernement, c'est lui. Et non seulement il viole, mais plus que les autres, il nargue tout le monde. Il menace, il vous parle de moulinex, des œufs, de ci, de ça. Or, c'est lui le bandit. Il a oublié qu'il est injusticiable. Il a oublié qu'on est en République. Il a oublié qu'il ne sera pas ministre à vie. Il a oublié que la chose publique n'est pas le caprice individuel et que le respect de la Constitution et des lois électorales, ce n'est pas une faveur qu'on lui demande. Donc, nous allons accentuer toute cette communication-là, y compris la communication sur le fait que LECAM dispose d'un budget conséquent pour fournir les kits sur toute l'étendue du territoire, pour fournir les kits et aussi dans la diaspora, pour fournir le matériel, en tout cas d'inscription, pour gérer la logistique communicationnelle. Tout ce que nous faisons là, c'est LECAM qui devrait le faire. Il y a de l'argent pour ça. L'État a prévu une enveloppe pour ça. C'est pas le porte-monnaie personnel de Eric Essosé. Donc nous allons communiquer dessus, énormément dessus. Nous allons, ici en diaspora, nous on est en diaspora, donc c'est facile.
par rapport au pays de mener la contestation, mais ça permet aussi d'accentuer la communication et ça donne le courage à ceux qui sont au pays de contester eux aussi s'il y a des tricheries, des gens qui veulent vous empêcher de faire les inscriptions, des bureaux qui ne veulent pas ouvrir alors que le délai est déjà lancé, etc., etc. Donc c'est ça là que nous avons prévu pour les inscriptions sur les listes électorales. Il n'y a pas d'autre moyen, il faut juste communiquer autant que faire se peut pour que les gens aillent s'inscrire et continuer de parler du programme politique pour les inciter à s'inscrire. Quelqu'un demandait il y a un instant, les Camerounais ne votent pas pour un programme, ils votent pour l'individu. Ah non, on va vous obliger à voter pour les programmes. Comme ça, plus personne ne va nous fatiguer avec les histoires sur Albert Nzongo. Le parti politique, c'est une société anonyme. Quand vous voyez la nouvelle voiture de Mercedes, vous voyez seulement Mercedes a sorti une nouvelle voiture. On ne vous parle ni du designer, ni du PDG, ni le parti politique, c'est pareil. C'est juste qu'il y a un guide qui doit porter le projet parce que le pays a besoin d'un président, mais du reste, on parle du parti politique. Le parti politique, c'est-à-dire le parti peut dégager son propre président s'il ne respecte pas le programme. Le parti n'est pas la propriété personnelle du président. Donc c'est comme ça que nous, on voit la chose et on va éduquer les Camerounais. Petit à petit, ça va prendre. On essaye déjà sur ce panel. On va accentuer ça à long terme. On va inciter les gens à nous interroger sur le programme politique et à discuter avec nous du programme politique. J'espère en tout cas au passage que vous voyez que du côté de BI, il n'y a aucun BIiste qui est venu ici et qui m'a dit Wilfried, moi je suis contre votre offre politique à tel ou tel point parce que nous au RDPC sur ce point-là, voici ce qu'il y a dans notre programme, etc., etc. Donc je prends les 450 personnes qu'il y a ici à témoin que le RDPC n'a pas présenté en plus de 5 heures de temps un programme politique. Pourtant, on les invite chaleureusement et on leur demande d'intervenir. Bon, j'ai été long sur la réponse à ta question parce que la deuxième question, elle est très courte à répondre. La double nationalité sera immédiatement implémentée 3 minutes après l'accession au pouvoir de Maurice Kamto. Première mesure, emprisonnement d'Atanganji, ça c'est à 1 minute 45. Deuxième mesure, à 2 minutes 56, l'implémentation de la double nationalité. Il y a marqué dans notre programme, Camerounais tu es, Camerounais tu le resteras. Donc cher ami, tu pourras même aller prendre la nationalité de la Corée du Nord. Tu resteras Camerounais. Oui, on va aller très rapidement parce que Wilfried va nous quitter bientôt. Il va se reposer, c'est vrai, il a pris beaucoup de temps. Donc on va aller très rapidement. Donc, et on souhaiterait aussi que ces questions, que ces réponses soient un peu courtes pour permettre à répondre. Bon, je crois que Joël est satisfait. On va demander à c'est Cuimo. Je ne vois pas bien. Oui. C'est Cuimo. Je crois que Cuimo était là avant. Et après Cuimo, nous allons d'abord laisser, qui fait encore monter les gens? Wilfried est fatigué, il doit partir. Donc, on va prendre rapidement la question de Cuimo et nous allons pouvoir Bring. Je ne sais pas si c'est, après. Bon, Willif, on va prendre pour Willif et après on va prendre et on prendra Brico. Ok. Plus tard. Brico. Ouais. Ok. Je pose la question rapidement. Qu'est-ce que le MRC compte faire concernant l'urbanisation de nos villes et entre guillemets, accessoirement de nos villages? Parce qu'une ville comme Yaoundé, par exemple, qui est la capitale de notre pays, on voit bien à quoi ça ressemble à rien. C'est en fait un gros village. Je suppose donc qu'il y aura des zones qu'il faudra raser, donc délocaliser des gens. Il y aura des routes qu'il faudra élargir et tout, donc des commerces seront affectés et tout. Et deuxième question, que compte faire le MSC concernant le multipartisme au Cameroun? J'entends par là, on est dans un pays où il y a quand même plus de 300 partis politiques, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce qu'il y aurait une mesure de ce côté-là? Merci. Oh non, pour le multipartisme, ils continueront d'exister, y compris le PDF, Parti des fourmis. Ils vont exister, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Ceux qui sont crédibles pourront avoir la cote qui est la leur. Les autres n'auront qu'à continuer d'exister. Ce n'est pas une priorité fondamentale du MRC. On n'a pas réfléchi à la coercition du point de vue de la liberté d'expression, non. Ça, vraiment, on va laisser les Camerounais dire ce qu'ils veulent et nous détester s'ils le veulent. C'est le jeu politique, c'est le jeu démocratique. Sur le plan de l'urbanisme, on a prévu d'enseigner à nos peuples l'histoire africaine. C'est-à-dire, quand Théophile Obenga nous dit que nous venons tous d'Égypte, avec Cheikh Anta Diop et les autres, ils ne mentent pas. Et déjà à l'époque, l'Afrique construisait des choses en ayant un plan d'urbanisme. Quand vous voyez les nécropoles dans la vallée du Nil,
Quand vous voyez la pyramide à degrés que Imhotep de Memphis avait construit en moins 2700 pour le pharaon Djoser dans la 3e dynastie, vous remarquez que les Africains, justement, ils étaient très calés dans les politiques d'urbanisme. Quand vous voyez même au Moyen-Âge, les cités comme Tombouctou, Benin City, des cités qui ont été vantées par Ibn Battuta, notamment dans son livre Voyage au Soudan. Quand vous voyez les églises rupestres de la Libella taillées dans la roche en Éthiopie, vous voyez le génie africain qui s'exprime au fil des siècles. Donc, il n'est pas question de se dire que nous, on ne peut pas créer des villes avec un modèle d'urbanisme clair. Maintenant, dans la réalisation, cela va impliquer d'abord la construction des logements parallèles avant les expropriations ou les expulsions. Les expulsions ne devraient pas exister. C'est des recasements. Les expulsions, c'est des mesures lâches d'un gouvernement qui se dit « Ah, je vais construire, ils vont se débrouiller ». Or, le recasement, c'est que on recense, on se dit peut-être que on considère qu'un foyer est constitué, comme les familles africaines sont nombreuses, de 5 personnes, voilà. Donc on va prendre les habitants de ce quartier qui vivent dans chacune de ces maisons qu'on a comptées, des foyers de 5 personnes, et on va construire un ratio de maisons équivalent pour loger le nombre de foyers conséquents à hauteur de 5 personnes par foyer. Et à partir de là, on peut donc raser la zone et implémenter un projet un projet immobilier ou un projet architectural, un projet d'urbanisme. Ça implique tous les corps de métier. Il y a les paysagistes, ceux qui vont dessiner comment ça va se faire au niveau de la décoration florale, les fleurs sur le terre-plein, les arbres le long de la route, les jardins, et voilà. Il y a maintenant les architectes eux-mêmes qui vont définir un peu les bâtiments, la silhouette des bâtiments. Il y en a, ça ne manque pas. C'est-à-dire, au Cameroun, là, vous voyez des designers, quand vous regardez leurs trucs, tu te dis, mais il manque simplement le financement. Il y aura aussi les architectes. Il y a une sorte d'entreprise là qui fait la promotion des matériaux locaux au Cameroun. Je crois Mipro Malo, il s'appelait, si je me souviens bien. Il y en a d'autres également de ce type. Mettre à contribution, en tout cas ceux qui, avec la terre cuite africaine, ont développé des modèles architecturaux. La terre cuite ou la terre battue présente l'avantage que quand il fait chaud, à l'extérieur, il fait, enfin, le temps, la température est très fraîche dedans, c'est très agréable. C'est une climatisation naturelle. Et les maisons à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, par exemple, sont massivement construites en terre cuite. Et c'est tellement bien travaillé, c'est tellement beau, tu te dis, mais nous, on a la terre au Cameroun, comment c'est ceux-ci qui font des maisons en terre et qui sont 10 fois plus jolies que ce que l'on croyait. En pensant que la terre battue c'est pour les pauvres et les misérables. Donc on a des gens justement qui ont le savoir-faire dans ce domaine. Évidemment la question se pose tout autant sur le financement. Les mécanismes de financement restent les mêmes comme pour chaque État. Certains je les ai énoncés tout à l'heure. Bon, ce sera notamment la relance d'une activité économique. Vous mobilisez le crédit pour que les gens aillent travailler et produire, et qu'ils remettent l'argent à l'État avec la fiscalité. D'un autre côté, l'État lui-même essaye de rentabiliser ses entreprises publiques en surveillant notamment ses agents publics pour qu'ils ne volent pas, pour qu'ils ne fraudent pas. Le Parlement aussi y veille en espérant que la production de l'État, dont une partie est vendue à l'extérieur, va générer des fonds qui vont permettre de financer ce que je suis en train de décrire. Mais en tout cas, il est clair que nos villes n'auront plus... on va se débrouiller à ce qu'elle n'ait plus l'aspect archaïque. Ça va pas se faire en un jour, c'est évident. Et ça ne va pas se faire dans toutes les villes immédiatement, c'est évident. Mais il y aura déjà au moins, en regardant déjà, les gens verront qu'avec le nouveau pouvoir qui est venu, il y a une infrastructure pensée. Pour Douala, par exemple, je termine par là, au niveau, comme je parlais de la bourse des valeurs dans le secteur économique. Dans la présentation de son projet, Maurice Kamtoa, par exemple, dit que ça va beaucoup s'inspirer de la City à Londres ou de Manhattan aux États-Unis. Juste une façon de dire que comme les bureaux sont nombreux et qu'il n'y a pas de place, la forte concentration de bureaux d'entreprises dans une superficie réduite induit forcément la construction verticale, d'où les fameux gratte-ciel. C'est ce qu'on voit partout à Hong Kong, à Shinjuku, au Japon, ou justement dans la City de Londres, ou à la Défense à Paris, ou à Manhattan à New York. Donc c'est un peu comme ça, une architecture qui va obéir au cas par cas, aux besoins. Maintenant, il y a aussi les centres de loisirs pour la villégiature. J'ai présenté le tourisme actuellement comme
un secteur qui génère environ 70 milliards d'euros en France. Donc le tourisme, c'est un secteur à ne pas négliger. Le Cameroun, c'est un superbe pays. Il suffit juste de donner vie à ce potentiel-là. Le Botswana, par exemple, pendant des décennies, c'était le diamant qui comprenait 90% de ses recettes. Maintenant, le Botswana a aussi décidé de se lancer dans le tourisme et le tourisme fait aussi partie désormais de l'économie et ça leur réussit plutôt bien. La vision $7,000 de PIB par habitant, c'est près de 5 fois au-dessus de ce qu'il y a au Cameroun. Et ils ne sont que 2,5 millions. Donc voilà ma réponse. Oui, on va aller rapidement. On va prendre une seule question. Je vais répondre aux questions de ceux qui sont là. On va prendre une question. Willy, vas-y rapidement, papa. Ok, Kano, merci. Bonsoir à tout le monde. Merci Wilfried pour cet échange. Rapidement, je vais aller sur ma première question. Que comptez-vous faire des accords coloniaux entre les accords secrets de coopération entre la France et le Cameroun, puisque à la lecture de ces accords, on se rend compte que la France a le monopole sur plusieurs plans au niveau du Cameroun. Par exemple, même la France peut déployer ses ressources militaires si ses intérêts sont menacés. Ça, c'est, je pense, le 6e accord. Donc, que compte faire le MNC par rapport à cela? Et maintenant, la deuxième question, c'est, vous avez beaucoup parlé de fiscalité, de monnaie, d'entreprises, de création même de nouvelles monnaies. Pourtant, le Cameroun est un pays béni des dieux. Nous avons des ressources naturelles, minières et même pétrolières. Est-ce que le programme du MSC inclut, est-ce qu'on ne pourrait pas se baser dans un premier temps sur ces ressources qui sont déjà existantes, en ayant le contrôle et le monopole sur nos ressources, de pouvoir les vendre à l'extérieur et de pouvoir se financer à l'intérieur, au lieu de toujours peut-être compter uniquement sur les prêts, la diaspora et d'autres sources de financement. Voilà. Merci. Ok, pour commencer par la dernière question, on n'a pas compté seulement sur les prêts et la diaspora. J'ai élaboré plusieurs mécanismes de financement. C'est un mécanisme parmi tant d'autres. Maintenant, il faut garder à l'esprit que la vente des matières premières ne vous rend pas riche. À quelques exceptions près, tous les pays du monde qui ont abondamment de matières premières sont pauvres. À quelques exceptions près, vraiment. Les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, voilà. Ces pays ont beaucoup de matières premières, et enfin ont misé leur économie aussi sur l'exploitation des matières premières et ils sont plutôt riches. Mais à l'exception justement, là-dedans il y a le Canada, les États-Unis, la Chine qui ont un grand volet technologique qui les rend riches également. Mais ceux qui ont seulement visé sur les matières premières ou presque, ils ne sont pas très nombreux. Ceux qui sont riches, la plupart sont pauvres. La plupart se retrouvent en Afrique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la matière première qui rend riche, c'est l'exploitation de la matière première, le raffinage du pétrole brut, la transformation de la bauxite en alumine pour donner après l'aluminium, la transformation de l'uranium en énergie nucléaire, la transformation, tout simplement de la matière première en produit élaboré. C'est ça qui rend riche. Quand vous misez tout sur le pétrole, par exemple, la vente du pétrole, vous dépendez du cours du pétrole à l'international. Le prix du pétrole n'est pas déjà fixé par nous. Vous avez les 2 unités de mesure du pétrole ne viennent pas de chez nous. Or, nos pays produisent le pétrole plus que ces pays-là. Il y a le pétrole, le West Texas Intermediate, le WTI, pour le pétrole, pour la mesure américaine. Il y a le baril de Brent qui est puisé en mer du Nord pour l'unité de mesure européenne. Et l'Afrique, elle n'a pas, il y a des micro-unités de mesure, mais les principales auxquelles on se réfère, ce sont ces deux-là. Et maintenant, les prix même du pétrole à l'international dépendent de la demande de ceux qui transforment ces matières-là. Donc, si on vend seulement le pétrole, on sera sujet à la prolifération du pétrole qui va casser les prix et qui va faire que nos recettes seront faibles. C'est ce qui se passe chaque année avec nos économies, chaque année, notamment sur le cacao, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Quand la demande, ou du moins quand l'offre augmente, nous sommes en difficulté parce que, ayant du pétrole et vendant du pétrole, le Venezuela a produit davantage de pétrole, l'Arabie Saoudite également, on se retrouve dos au mur. Donc, on ne va pas simplement se baser sur l'exportation de la matière première, mais on doit développer, on doit financer la recherche
Quand je dis on doit emprunter on doit puiser sur la diaspora, puiser sur la réduction du fonctionnement des administrations farfelues, on doit puiser ici et là, c'est pour financer les différents secteurs porteurs, notamment la recherche. Pourquoi nous ne raffinons pas? Voilà Dangote qui a ouvert une usine de raffinage. On peut raffiner, on peut mobiliser, même nos milliardaires, on peut mobiliser. Il y a l'argent, il faut juste savoir comment le déployer, où le trouver, où le dégager, et on finance la recherche qui nous permet de produire sur place des matières finies, ou du moins semi-finies. Ça coûte déjà plus cher à la vente que la simple matière brute. Ça va nous rentabiliser beaucoup plus que le vendre seulement le pétrole et s'enfermer dans l'économie extravertie qui gangrène l'Afrique depuis les années coloniales. Donc ça, c'est d'un. Évidemment, ça n'empêche pas qu'on vende aussi le pétrole quand même, hein. Les autres pays, là, ils le vendent aussi, mais c'est qu'à côté, en parallèle, ils font d'autres activités. Alors, j'avais commencé par la deuxième question. La première, c'était... j'ai oublié, ça portait sur quoi déjà, la première? Les accords coloniaux. Ah oui, les accords coloniaux. Oui, bon, on va utiliser un peu la jurisprudence Alliance des États du Sahel, hein. Quand on sera arrivé en 2025, ils auront déjà beaucoup évolué. Donc, on va essayer de faire comme eux. Parfois, c'est une décision de courage politique, hein, tout simplement. La France blablate tous les jours en disant oui, c'est entre les mains des Africains. S'ils veulent, ils peuvent s'en aller. Même dans les clauses du franc CFA, il y a marqué, je crois que c'est la clause numéro 17, que il suffit de notifier à la France qu'on veut sortir du franc CFA. Ou même sans notifier à la France, on décide. Sans demander l'aval de la France, on décide de partir et on notifie juste à la France qu'on est parti. C'est ce qu'ils disent. Donc, il faut avoir le courage politique de partir parce que les structures du franc CFA ne nous conviennent pas. Dans les comités de politique monétaire, vous trouvez des administrateurs français, c'est pas possible. Ce qui définit la politique mise en œuvre par les banques centrales, il y a des Français qui ont des droits de veto. C'est-à-dire même nos ministres des Finances n'ont pas voix au chapitre. Ce n'est pas eux qui définissent la politique monétaire mise en œuvre par la Banque centrale, c'est les comités de pilotage monétaire. Et là-bas, il y a des Français qui peuvent dire non quand ils le veulent. Mais en même temps, les ministres des Finances prennent quand même les ordres chaque mois de novembre à Paris, où on part leur dire comment ils doivent gérer la monnaie au Cameroun, en Guinée, au Sénégal, etc., etc. Donc, à un moment donné, c'est inacceptable, c'est pas tenable. On est pris au cou par un autre pays qui nous traite comme des petits enfants, incapables de s'auto-gérer. Donc, il faut avoir le courage politique de sortir de là avec tout ce que ça implique. Donc, le MRC a marqué dans son programme la souveraineté. On a dit qu'on va sortir du CFA. Le CFA est l'un des mécanismes, l'un des accords coloniaux du 26 décembre 45 que le ministre des Finances, René Pleven, avait mis sous le général de Gaulle. Donc, nous allons, petit à petit, en s'inspirant également de là où ça a marché, l'AES par exemple. Sur le franc CFA, on a déjà dit qu'on va sortir. Et on va d'ailleurs pousser nos pays de la sous-région à nous accompagner et à sortir dans une logique panafricaine, pour que ce soit d'ailleurs, dans l'espoir que ce soit plus facile. Parce que quand on y va seul, on nous met plus facilement les bâtons dans les roues. Quand on y va à plusieurs, voilà, on fait bloc et c'est plus facile de résister. Donc, on va demander aux pays de la sous-région. On va aussi, dans la mesure du possible, demander aux autres pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Et voilà, si on peut sortir tous en même temps, tous les 15 pays de l'UMOA ou les 12 pays, dans l'éventualité où l'AES sera déjà sorti en 2025. Donc on verra, et les accords coloniaux, c'est pareil. C'est comme avec la mine de Imouraren au Niger, où Abdourahmane Chiani a dit à la France, tu as un moratoire de 3 mois pour lancer la production d'uranium. Orano a fait, des bifurcations, des hésitations et tout. Les 3 mois étant arrivés à échéance, Chiani a retiré le permis d'exploitation et voilà, maintenant, il y a un nouvel appel d'offres, il y a un nouveau travail qui se fait avec des potentiels partenaires différents. Bon, nous allons essayer d'opérer de la même manière. C'est vraiment du courage politique. Faut pas avoir peur de mourir, faut bousculer, faut dire à Paris que, hey, moi, je n'accepte plus. Il faut essayer d'imposer un rapport de force. Le rapport de force, il est soit militaire, si vous pouvez, soit économique, si un pays dépend de vous et que vous pouvez le soumettre aux embargos, soit paradigmatique. Et c'est le troisième volet que Ibrahim Traoré, par exemple, utilise au Burkina Faso. Il communique beaucoup. Il introduit le paradigme pro-Afrique, le paradigme sankariste au sein de sa population. Et c'est de plus en plus difficile
pour les colons d'imposer leurs desiderata parce qu'il y a une population éveillée qui défend son président. Je ne vous compte pas le nombre d'attentats déjoués au Burkina Faso ces dernières semaines. Il y en a eu encore cette semaine. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette population-là qui le porte, grâce à cette belle communication, il y a longtemps, il n'aurait pas fait long feu au pouvoir, il y a longtemps qu'il aurait été trahi. Et plus le temps va passer, plus ça va s'amenuiser et il pourra raffermir son pays et mener, une fois débarrassé du terrorisme, de véritables politiques de développement du Burkina. Donc nous aussi, on va essayer de surfer sur ces volets-là, pas forcément avec le même discours que les militaires de l'AES sur la forme, mais avec quand même le même discours sur le fond, parce qu'on aspire à la souveraineté. Une population éduquée facilite la possibilité pour un État de dire non au diktat colonial qui a été fixé, dont les arcanes ont été fixés bien avant les indépendances. Ok, merci beaucoup. Merci Willy. On ne va pas maintenir la parole davantage. On va directement aller à la prochaine question. Et bon, Wilfried, j'espère que tu regardes le temps à ta montre aussi par rapport à tes réponses. J'ai dit que j'ai répondu à tous ceux qui sont là sur le panel. Donc, ok, ça marche alors. Ok, je pense que la prochaine personne, c'est Drink, something like that? Ouais, c'est moi. Ok, vas-y, pose ta question. Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir Wilfried. Ma question est simple. Comment compte faire le MRC pour protéger nos suffrages universels dans le plus bas fond, dans les plus bas fonds du Cameroun, tout en sachant que le RDP le gouvernement est répandu partout dans ces localités-là, et même dans les ambassades, sachant que c'est un membre de la diaspora qui vote dans les ambassades. Quelle est la procédure mise en place pour le MRC pour protéger nos suffrages? Merci. Alors, je vais profiter, il y a un commentaire ici de Seifo Rothschild qui dit « Tu vas quand même pas te mettre toi aussi à marmailler nos frères de l'AES. » Je ne sais pas si tu sais ce que représente ton nom Rothschild, ou je dois te faire un dessin de tout ce que ça implique Rothschild. Ceux qui veulent détruire l'Afrique ont travaillé pour Emmanuel Macron, qui estime que le programme de l'Afrique est civilisationnel et que c'est un souci, comme le Niger fait 7 à 8 enfants par femme et que voilà, il faut contrôler les naissances en Afrique, etc. Bah, c'est un enfant de Rothschild. Ceux qui veulent détruire notre population sont de Rothschild. Tu arbores fièrement le nom Rothschild et tu m'en veux de soutenir l'AES, mais j'ai pris des éléments factuels. L'AES a créé quelque chose que j'aimerais bien voir en Afrique centrale. La charte du Liptako Gourma, c'est un principe panafricaniste indépendant. C'est la consolidation du projet du groupe de Casablanca de 1963, où il y avait Sylvanus Olympio, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et tout ce qui aspirait à l'indépendance réelle. Le 6 juillet 2024, ils sont arrivés à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel pour les déstabiliser. Ils subissent le terrorisme tout le temps. L'Ukraine a même admis avoir fourni une assistance logistique aux terroristes de Tinzawaten qui ont assassiné 47 soldats maliens le 25 juillet 2024. Donc on se fait attaquer de toutes parts parce que justement on a un véritable projet d'émancipation. Je te prends un exemple de la mine de Imouraren que la France a mis en stand-by parce qu'elle avait prévu d'attendre que les cours de l'uranium sur le marché international soient rentables. Et je te dis comment le président du Niger a dit qu'il ne va plus danser cette danse-là, que ça ne va plus se passer comme sous Mohamed Bazoum, et qu'à partir de maintenant, il va rompre le contrat d'exploitation si l'entreprise française ne pense qu'à elle et non à faire profiter le Niger de l'uranium. Moi, je te présente des faits, toi, tu t'égosilles à faire... la marmaille, c'est toi. Je présente des éléments clairs, concrets, factuels. Toi, tu veux que je ne soutienne pas l'AES. Quels sont tes éléments? Quels sont tes arguments? Quelle est la factualité que toi, tu m'opposes? Ou tu as décidé que c'est des putschistes, ils sont arrivés par un coup d'État, c'est des antidémocrates, c'est tout ce que tu as à dire? C'est léger. Donc laisse-moi soutenir l'AES et il se fait tard, faut te reposer. Alors, sur la question qui m'a été posée, comment le MRC compte surveiller les votes dans l'arrière-pays? Bref, ce n'est pas le MRC, tout à l'heure je disais, et je continue de le dire, ce n'est pas le MRC qui va sauver les Camerounais, c'est les Camerounais qui vont se sauver eux-mêmes. Il est important que chaque Camerounais réfléchisse en disant comment je peux m'organiser, comment je peux me porter volontaire pour être scrutateur, comment je peux aller surveiller le vote, comment je peux rester là jusqu'au dépouillement et compter moi-même les votes pour m'assurer qu'après, le chiffre sera équivalent. Il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle MRC qui est caché quelque part avec des super pouvoirs. Le MRC est constitué de Camerounais et le MRC peut grandir si davantage de Camerounais se rallient à notre cause. Donc, demandez-vous plutôt, Wilfried,
est-ce que vous avez des appels à scrutateurs que vous allez faire en 2025 avant les élections? Et je te dis oui, et j'aimerais que tu te portes volontaire et que tu appelles, je sais pas, tes frères, tes cousins, tes sœurs, s'il y a des gens qui sont disponibles ou qui aimeraient bien, enfin, il faut qu'il y ait des gens qui vont justement nous aider à faire ça, qui vont aller surveiller, qui vont en fonction de là où ils résident. Évidemment, on n'a pas les moyens de financer les voyages de 26 000 personnes depuis Yaoundé jusqu'à là-bas. Donc, on dit à chaque Camerounais qui se trouve là où il y a un bureau de vote et qui aspire au changement, protège le changement. C'est pas le MRC. Le MRC ne veut pas construire les hôpitaux pour les MRCistes. Quand Landry Nguemo est mort, il n'était pas du MRC. Cabral Nanjip est mort, il n'était pas du MRC. Les routes tuent tous les Camerounais. Donc, tu dois te dire, bon, le MRC a mis dans son programme comment il allait financer l'autoroute. Donc, si le MRC arrive au pouvoir, on aura l'autoroute. Et moi, je veux que le MRC arrive au pouvoir pour qu'on ait l'autoroute, parce qu'ils m'ont bien expliqué comment ils allaient construire l'autoroute. Donc, je vis à Mora, il y a un bureau de vote ici, je vais voter, je surveille mon vote, j'appelle mes amis, on est là, on surveille, on consigne les résultats, etc., etc. Donc, il faut faire ce travail-là parallèle pour que les choses puissent se passer. Donc, il y a deux principes sur lesquels le MRC travaille. Le premier, c'est de détruire la doctrine du Messie, dont on ne veut plus chanter Kamto tout le temps. C'est pas l'individu, c'est le programme. Le deuxième, c'est de détruire la doctrine de l'assistanat. On se dit, c'est le MRC qui va tout faire jusqu'aux élections. Donc non, c'est chaque Camerounais qui va en concours avec le MRC essayer de contrer la manipulation et la fraude électorale de Paul Biya. Donc voilà la réponse à ta question. Ok, on va continuer. Hein. Brico, vous pouvez démuter votre micro et poser votre question. Christophe, on va fermer le panel avec Christophe. Donc, Brico, vous démutez votre micro et vous posez votre question. Merci beaucoup, bonsoir. J'ai une question très très simple. Ça ne mérite pas 10 minutes ou 5 minutes pour répondre. C'est une question à deux volets. Pose ta question. Oui, c'est une question à deux volets. Ok. À 21h, quand je suis d'abord monté ici, Wilfried, tu parlais du hold-up électoral. Voilà. Que le professeur Maurice Kamto avait déjà donné l'annonce que si ça se repasse, voilà ce qui va arriver, en demandant aux gens de descendre dans les rues. Ok. Et quand je suis monté, c'était pour poser cette question. Le fichier électoral, on a 8 000 inscrits à la diaspora et 8 millions au total d'inscrits. Pensez-vous, le premier volet, pensez-vous que ces 8 millions au total d'inscrits, c'est uniquement les ML